Bonjour tout le monde. Je suis encore une fois très contente de pouvoir avoir l'occasion de vous faire la lecture. J'aime tout le temps ça, puis je me prépare du mieux que je peux pour vous donner des choses intéressantes et variées. Je m'appelle Godelieve. C'est pas la première fois que je lis, mais pour moi, comme je vous dis, c'est toujours un réel plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai encore choisi des choses le plus variées possible. On va commencer avec une histoire, puis je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous aimez les histoires d'amour? Moi, j'aime ça. J'aime ça, puis j'aime ça celle d'autrefois aussi, parce que dans ce temps-là, tout allait plus doucement et tranquillement qu'aujourd'hui. Il fallait commencer par s'écrire, se parler au téléphone, sortir sagement. Alors, c'est un beau conte qui a été écrit par Dominique Fortier, qui vient de gagner un grand prix Renaudot avec le Ville de papier et qui a envoyé au Devoir, le journal Le Devoir, un conte pour le temps des fêtes. Alors, ça s'appelle Le fil des jours. En cadeau à nos lecteurs, un conte signé Dominique Fortier. Ces lettres lui arrivaient déjà lues. Il ignorait par qui. Ses camarades de tranchée recevaient, eux, des enveloppes bien scellées. Ils étaient les premiers à ouvrir. Pendant des semaines, il se demanda quel crime, quelle faute il avait pu commettre pour que les censeurs, oui, jugent nécessaire de parcourir ainsi les missives qui lui avaient été adressées. Mais bientôt, il remarqua que les lettres expédiées par ses parents, celles de sa grand-mère, de son cousin, aux pieds plats, restées au pays, lui arrivaient, elles, intactes. Alors, il comprit. C'était de l'autre côté de l'océan qu'on lisait ce qu'elle lui avait écrit. Il s'en voulut de ne pas y avoir songé plus tôt. Il savait les parents de Lila sévères au point de lui interdire d'adresser la parole, fût-ce au sortir de la messe. Et s'ils avaient accepté, quand William avait osé leur en faire la demande, que leur fille corresponde avec lui lorsqu'il serait en Europe, c'est parce qu'il leur avait semblé qu'à ce moment-là, il ne serait plus tout à fait un homme, un soldat. Autant dire un fantôme. Ils avaient donc commencé à s'écrire après s'être longtemps dévorés des yeux, mais sans s'être jamais adressé la parole. Et ces premières lettres avaient été merveilleusement maladroites, comme les premiers pas de danse avec un cavalier inconnu, quand chacun s'efforce de ne pas marcher sur les orteils de l'autre. Elle s'enquérait de sa santé avec une exquise politesse, posait des questions sur la vie dans les tranchées, y allait de quelques nouvelles du village, plus rarement d'elle-même. Il s'efforçait pour sa part de lui cacher les aspects les plus difficiles de leur existence, parlait de la boue dans laquelle il baignait nuit et jour comme d'un inconvénient majeur. Les obus les empêchaient de dormir, mais ce n'était pas plus terrible au fond que le claquement lointain du tonnerre. Il aurait tant voulu la faire rire, l'entendre rire. Lila disait voir peu de gens. Elle lui parlait comme elle l'aurait fait d'amis proches, du cheval à l'écurie, du chant à la cuisine, des livres qu'elle empruntait toutes les semaines à la bibliothèque. Elle allait chercher les œufs au poulailler, pétrissait le pain à la cuisine, mettait les confitures en pot, et chacune de ces actions familières était pour William, sous la pluie froide, dans la fange gelée, un minuscule miracle, une étincelle qui le réchauffait un instant. Comme si elle l'avait deviné, elle se mit à décrire pour lui en détail ses gestes, ses visions et ces objets du quotidien qui remplissent les jours et font la vie sans qu'on y prenne garde. Le parfum du lait tiède encore le matin, les 3 fleurs qu'elle avait cueillies le long du chemin et dont elle lui faisait parvenir la plus jolie, séchée entre les pages de son missel, la brume qui enveloppait les champs à l'aube et qui se levait lentement, attirée par le soleil avant midi. Cette existence qui lui avait paru étriquée et qui semblait maintenant plus vaste, comme déployée, augmentée du seul fait de la raconter. Peu à peu, il osait aborder les horreurs qui l'entouraient et dont il avait craint qu'elle la fasse fuir. Et ce faisant, il lui semblait qu'elle diminuait mystérieusement, comme s'il arrivait, en les partageant, à les faire rétrécir, ou peut-être était-ce lui qui se sentait plus grand d'arriver à parler vrai. Les blessés, la mort qui rôdait et bondissait, imprévisible au moment où on s'y attendait le moins, la peur qui rongeait tous les instants. Lila avait pour lui répondre des mots simples, mais qui lui faisaient tant de bien qu'il portait en tout temps l'une de ses lettres sur son cœur, sous sa veste, persuadé qu'elle saurait le protéger
moitié talisman et moitié armure. Il sentait sur sa poitrine la chaleur du pain, la douceur de la laine qu'elle tricotait le soir à la lumière de la lampe, son souffle à elle. Les mois passèrent et, à des milliers de milles de distance, séparés par l'océan et par une guerre, ils apprirent à se connaître mieux qu'ils n'avaient jamais connu quiconque avant. Ils s'écrivaient désormais chaque jour. Chacun ne vivait plus en réalité que pour pouvoir la raconter aussitôt à l'autre. Leurs lettres formaient au-dessus de l'Atlantique un fragile pont de papier. Et puis, William s'avisa qu'il pourrait mourir à tout moment sans lui avoir avoué ses sentiments. Et cette pensée lui devint intenable. Un matin, il traça à l'encre bleue 3 mots au milieu d'une feuille toute blanche. « Je vous aime », jeta le papier dans une enveloppe comme un naufragé lance une bouteille à la mer. Les jours et les semaines passèrent sans qu'il eût de nouvelles. Sa réponse était-elle perdue? Avait-elle été interceptée de ce côté de l'Atlantique ou de l'autre? Les parents de Lila avaient-ils interdit à leur fille de continuer à lui écrire? Et si elle était tombée malade et qu'il n'en sache rien? Il commence à être pas mal inquiet, là. Le soir du 24 décembre, en fait, après qu'ils eurent célébré de minces tranches de gâteau aux fruits et d'une tasse de rhum, en chantant faux les cantiques de leur enfance, on lui tendit un collier dont il déchira aussitôt le papier pour en découvrir le contenu. Dans la laine kaki destinée aux soldats, elle avait tricoté un foulard aussi long que lui, large comme 2 mains ouvertes, mais aux mailles et aux points irréguliers, comme si elle s'était essayée pour la première fois à faire de la dentelle et n'avait pas tout à fait réussi, ce qui lui rendit son ouvrage encore plus précieux. Cette nuit-là, allongée sous les étoiles, qui étaient les mêmes des 2 côtés de l'océan, alors qu'il s'enveloppait dans son écharpe, ses doigts y décelèrent un motif qui avait échappé à ses yeux. C'était étrangement familier, un enchaînement de croix et de traits plus longs qui revenaient par intervalles du morse. Je pense bien qu'on a tous appris ça quand on était petits, un peu. Entrecoupé de mailles régulières. Une croix, 3 traits. Une croix. 3 croix, un trait. 3 traits. 2 croix, un trait. 3 croix. Une croix, un trait. 2 croix, 2 traits, une croix. Je vous aime, tricoté 20, 30, 100 fois. Une lettre de laine pour le garder au chaud jusqu'à la fin de l'hiver. J'espère que vous avez aimé ça, il me semble que c'est beau. Je vais essayer de vous montrer l'illustration, je ne sais pas si ça va être possible, du foulard que la dame avait tricoté. Pour la deuxième lecture, j'en ai pris une un peu plus légère, juste pour faire un petit entrepas, si on peut dire. C'est un texte de Serge Bouchard. Je ne sais pas si vous le connaissez. Serge Bouchard, c'est un anthropologue, un écrivain, un animateur à la radio, un monsieur finalement très sérieux qui nous dit des belles choses et qui nous apprend plein sur la vie. Mais il fait souvent ça à travers un genre d'humour. Par exemple, je vais vous donner le titre de 2-3 de ses livres, des titres de ses livres. Il y en a un qui s'appelle « Du pâté chinois, du baseball et autres lieux communs ». Un autre s'appelle « Les yeux tristes de mon camion ». Et un dernier, ça ne fait pas longtemps qu'il a publié, s'appelle, le titre, « C'était au temps des mammouths laineux ». Et moi, je vais vous lire un petit texte intitulé « La mouche ordinaire » qui s'est tiré d'un livre intitulé « Le moineau domestique ». Alors, comme je vous disais, il y a toujours quelque chose à aller chercher, même si ça a l'air tout à fait banal. La mouche ordinaire. Parmi toutes les espèces de mouches, il en est une qui nous est familière. Jeune, nous l'appelions la mouche ordinaire, afin de la distinguer des autres mouches, de la mouche à chevreuil, par exemple, ou encore de la mouche à feu. Mais ces mouches exotiques et spectaculaires ne fréquentaient pas notre quartier. En revanche, nous ne manquions pas de mouches ordinaires, parfois dites les mouches à marde,
surtout dans la bouche des gens mal élevés. Par curiosité et pour occuper les moments creux de nos vacances d'été, nous les prenions vivantes dans le but avoué de les torturer. Nous leur arrachions les ailes et les faisions marcher sur le plancher. Cette cruauté enfantine traduisait bien notre mépris pour cet insecte mal aimé. J'ai longtemps cru, et je le crois encore pour n'y avoir que bien peu repensé, qu'à défaut de la tuer, la mouche ne meurt pas d'elle-même. Pour mettre fin à ses jours, il faut la taper, l'écraser, la gober, la prendre au piège. Sinon, ses jours ne lui sont pas comptés. Le froid la ralentit et quand les froids arrivent, elle entre en léthargie, non sans trouver une encoignure ou un requin dans l'entremur qui la protège du danger. À force d'ainsi ralentir, elle rend désuète l'idée même de mourir. Il y a des mouches autour de nous qui sont âgées de 10 millions d'années. C'est long, ça. Celles-là ont de l'œil, un vol relax et calculé. Qui vole depuis autant de millénaires a sa petite idée sur la nature du fond de l'air. D'ailleurs, la mouche a un œil compliqué. Elle voit tout à l'envers, à l'endroit, de derrière, de côté. Elle marche sur le plafond, elle compte sur des réflexes hors du commun, elle vole 1000 fois mieux qu'un avion, elle est en quelque sorte infatigable dans le domaine de ses prouesses comme dans celui de sa précision. Les armes offensives, la tapette classique, le ruban gommé où les victimes se prennent les ailes et les ventouses en s'entortillant autour d'une colle empoisonnée, l'aérosol aux vapeurs mortelles, rien n'y fait qui réduirait la colonie. Plus nous la tuons, plus nous fait-elle des petits, car la mouche se nourrit de nos débris et elle apprécie notre compagnie. Elle passe des excréments de notre chien à notre pot de confiture sans vraiment faire de chichi. Elle aime autant l'urine que notre sauce à spaghetti. Dès lors, elle a de l'avenir, la petite, comme on dit. Lorsque nous l'écrasons contre la vitre, elle nous fait un de ses dégâts. En raison de son régime, la mouche est un insecte gras. Question d'encore plus nous écœurer, voilà quand on la voit que quand on la pince, elle se met à saigner. Dans le silence de ma chambre, une mouche, une seule, se cogne, se bute et s'acharne à l'intérieur de l'abat-jour contre l'ampoule allumée. Cela doit lui casser la tête et lui brûler le nez, mais qu'à cela ne tienne, elle poursuit fébrilement sa mystérieuse activité. La nuit, si on lui fait de la lumière, la mouche se réveille et elle s'envoie en l'air. Chassez-la de la main, elle revient aussitôt. Elle défie la force de l'agresseur comme elle défie la gravité. Autant d'énergie, de complexité dans un petit point noir qui explore l'espace avec pareille agilité, cela commande le respect. Chacune est un chef-d'œuvre et on les compte en millions de milliers. J'avais autrefois un ami que je ne suis pas près d'oublier. Il aimait les mouches au point de les observer. Il avait entrepris de les connaître et de les compter. Il se promettait de changer leur image, de démontrer leur intérêt et, le cas échéant, de les faire apprécier à leur juste valeur. C'était un ami assez particulier, mort de désespoir après avoir tout essayé. Au travers de son originalité, cet ami posait quand même une bonne question. Si la mouche n'avait aucun bon côté, pourquoi l'être humain l'aurait-il domestiqué? Alors, comme je vous dis, M. Bouchard a toujours une bonne question à nous poser pour que finalement, on accorde peut-être un peu plus d'importance à nos mouches. Comme troisième texte, j'ai choisi une écriture d'Antonine Maillet, l'écrivaine acadienne, qui a maintenant 92 ans et qui continue à nous éblouir avec ce qu'elle écrit. Évidemment, elle a souvent parlé de quand les Acadiens ont été déportés en 1755 par les Anglais, distribués un peu partout sans aucune considération. Et elle a toujours tenu énormément à la langue française. Alors, ce texte-là concerne ça un peu. J'espère que vous allez l'aimer, mais je pense que c'est très bien. Alors, le titre, c'est « Ce jour-là ». Ce jour-là, c'était pourtant levé comme les autres. Je vous jure que même tante Évangeline, cette sacrée sorcière, n'avait pas prévu pour ce jour-là ma rencontre avec le destin. Comment l'aurait-elle pu?
qu'avait de commun avec les élus des dieux cette petite fille aux genoux sales et au bec retroussé, sans forme à la taille, sans manière, sans parti pris, ni idée fixe, et encore dépourvue de ces clichés savants qui caractérisent les gens mûrs et accomplis. J'étais au plus creux de l'anonymat et j'avais 12 ans, peut-être 13. Aujourd'hui, je me dis que je devais en avoir 13. Les grands moments de ma vie sont toujours sortis de chiffres chanceux ou marqués. Je suis née le 10 du 5e mois à midi sonnant. Et à 3 ans, mais passons, je ne vais tout de même pas me hasarder sur 2 pages à vous raconter ma vie. Un jour, quand nous nous connaîtrons mieux, je ne dis pas. J'étais donc un petit bouchon de fille qui, le même jour, volait des pommes du voisin et la poudre de sa sœur, qui se vengeait à coups de pied sur les garçons, mais dirigeait une croisade apostolique pour sauver l'âme des petits Chinois. On se rappelle de ça, hein, les petits Chinois. Et qui aurait aussi bien lancé des tomates pourries sur le crâne chauve du curé que grimpé sur le bûcher de Jeanne d'Arc pour racheter l'honneur de la France. La France, voilà, le mot est dit. Le drame qui a éclaté dans ma vie ce jour-là, je dois d'abord l'imputer à la France. Et oui, vous admettrez qu'à 12, 13 ans peut-être, c'est un peu tard pour se découvrir un pays, une nationalité, une race. J'étais de race blanche, bien sûr, et je vivais au Canada. Mais j'appartenais à ce peuple qu'on disait acadien. Et je creusais les racines de mon histoire dans cette terre qui un jour s'était appelée l'Acadie. Une Acadie qui avait été française et qui avait passé en héritage à ses descendants sous le manteau une langue, une culture et une mentalité française. J'arrivais dans la vie avec tout ça de bien collé à la peau de l'âme. Une Acadienne de langue française, vivant au milieu du siècle dans une province maritime du Canada et fréquentant avec tous ses petits compères acadiens l'école de son village, quoi de plus naturel et sans histoire? Ah oui, ça se voit que vous parlez la langue de votre pays, vous, que votre pays est une terre en plus et que cette terre est celle où vous plantez les pieds. Cela vous donne, comment dire, une manière de visage d'ensemble qui ressemble à quelque chose comme une nationalité. Mais l'Acadie de mon enfance n'avait ni terre, ni nationalité, ni statut juridique, ni droit civique, ni rien. Ce pays n'était même pas un endroit, mais un envers. Il n'existait pas dans l'espace, seulement dans le temps. Donnez ça en héritage à une petite fille au nez retroussé et aux yeux à pic et dites-lui de s'en faire une identité. Ce jour-là, je l'ai reçue d'un seul coup, mon identité, comme un pétard en pleine figure. J'en ai grimacé d'une grimace telle qu'elle m'est restée accrochée aux lèvres et aux pattes des yeux, et peut-être à la jointure du cœur et des reins. C'était en classe de composition littéraire. L'institutrice, comme chaque lundi, nous lança le sujet, enrobé des conseils habituels sur la calligraphie, l'orthographe, le style, l'originalité, la personnalité, les sentiments. Elle devait en être au sentiment, car je ne sais quel ressort prénatal enfoui dans mes gènes depuis les temps primordiaux me dressa sur mes pattes et me fit crier. Oui, j'ai dû crier, sans quoi l'institutrice aurait pu faire semblant d'en avoir rien entendu. Dans quelle langue que je fis? Rien. Voyons dans quelle langue rédige-t-on sa composition hebdomadaire dans cette petite école du village acadien de Bouctouche au cœur du 20e siècle? Quelle question! Mais en anglais, allons donc. Je ne bougeais pas. Vous comprenez l'anglais? C'est la langue des affaires, du travail, de la réussite, de l'avenir et du pays par surcroît. Que deviendraient de pauvres petits Acadiens comme nous avec nos 16 quartiers d'exilés, notre langue maternelle 17e, notre culture orale populaire primitive pour tout dire? Quel avenir nous attendait sans l'anglais? Vous comprenez ça, mes enfants? J'étais toujours debout. Le ressort qui m'avait mis sur mes pattes me tenait ferme, je n'arrivais pas à plier. Alors, au fond de mes tripes ancestrales aussi, c'est une parole qui a surgi. La parole que m'avait versée dans le sang un long lignage qui remontait à la Touraine et aux Charentes. Et j'entendis, comme si c'était pour la première fois, la voix grave et rauque que j'avais héritée de mes parents comme de la mère, une voix d'enfant qui a un bouchon de 3 siècles dans la gorge. Les arguments de la maîtresse parvenaient à mes oreilles de très loin, mais sonnaient clairs, juste, inébranlables, comme une colonne grecque.
Moi, hélas, je ne me sentais pas fille du soleil, mais de la mer, et ma logique n'était pas cérébrale, mais viscérale et bouillonnante de vie. J'étais enfant d'Acadie, de lignée et de langue française, et je voulais vivre dans ma peau à l'endroit comme à l'envers. C'est pourquoi je répondis au dernier argument de l'institutrice qui traitait de carrière et de gagne-pain. Moi, je vais devenir écrivain. C'est pour ça qu'il faut que j'apprenne à écrire en français. Toute la classe a dû garder la bouche ouverte. Je ne sais pas. Je n'osais pas me retourner pour vérifier. D'ailleurs, rendu là, je n'en aurais pas eu la force. Mais j'eus tout le loisir de jauger l'ampleur de la stupéfaction sur la figure de la demoiselle chargée de notre instruction. Écrivain, c'était sûrement le plus gros mot, le plus lourd qu'elle eût encore entendu tomber de la bouche de l'un de ses mioches. Un écrivain. Mais pour qui qu'elle se prenait, cette petite blonde aux yeux de fouine qui dérangeait si bruyamment la classe de composition ce matin-là et qui osait mettre en péril les programmes établis et la sagesse de la commission scolaire et du ministère de l'Éducation et la constitution du pays et l'acte de l'Amérique britannique du Nord. Ouf! À 12 ans, c'est énorme à porter, l'acte de l'Amérique du Nord britannique et la constitution du pays et l'instruction publique. Surtout quand tout ça vous est raconté dans une langue que vous n'avez pas apprise sur les genoux maternels, en même temps que le comte de Tijan XIV et Malbrook s'en va en guerre. Et je ne saurais dire, après toute cette année, quelle force m'a soutenue. Pas plus que je saurais trouver la véritable motivation de mon cri. Je veux être écrivain. Je sais que je n'ai pas à cet instant choisi au hasard et crié n'importe quoi pour m'en tirer. Ça aurait été plus facile de me faire zouave qu'écrivain, car songez que l'Acadie de cette époque n'avait ni maison d'édition, ni collège pour filles, ni université francophone, et encore moins d'écrivains. Alors pourquoi? Avec bien du recul, je crois comprendre partiellement. C'était en classe de rédaction, et la rédaction se fait avec la langue. Or, la langue, c'était tout ce qui nous restait à nous pour nous distinguer, nous affirmer, apprendre à être. Ce qu'on appelle aujourd'hui la recherche de l'identité. Précisément, c'est dans mon identité qu'on m'avait atteint ce jour-là et blessée, presque annihilée. Alors, du fond de mon être, porteur des espoirs et des rêves de 10 générations d'ancêtres déportés, ballottés, chassés dans les bois et isolés du reste du monde, du fond des reins de cette petite fille a surgi tout à coup un cri d'alarme qui ressemblait à quelque chose comme « Arrêtez, ça suffit, nous sommes vivants ». J'ai écrit ma composition en français et toute la classe aussi. Pour la première fois dans une petite école acadienne, j'ai dû l'écrire dans la plus fidèle tradition de la langue orale, mais sûrement avec les fibres de mon âme entortillées entre les doigts. Car si j'ai oublié le contenu de la rédaction, j'ai toujours en mémoire la note à l'encre rouge du correcteur. Mademoiselle, si vous continuez à lire et à écrire, le succès vous attend. Le jour des délibérations de l'Académie Goncourt, qui a fait un clin d'œil à mes cordes de bois, je n'ai pu m'empêcher de faire à mon tour un clin d'œil au Dieu qui, ce jour-là, du milieu du siècle, m'avait si bien aménagé une destinée. Et elle a écrit ça le 12 juin 1978. Oui, parce que Mme Maillet a gagné le prix Goncourt en France avec un livre écrit en acadien. Alors, j'espère que vous avez aimé. Moi, je trouve que c'est un texte un peu émouvant. Je pense qu'il n'y a rien à avouer, vouloir se battre pour la langue française. On devrait le faire ici aussi. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, mais on devrait peut-être le faire encore plus. Alors, comme dernière lecture, j'ai une petite lecture courte, toujours pour essayer de bien finir la séance. C'est tiré de ces petits livres-là, Chocolat chaud pour l'âme. C'est une petite histoire, vous allez voir. Là. Pas grand-chose, mais ça va bien finir parce que c'est beau. Ça s'intitule « De la bouche d'un petit garçon ». En 1992, mon mari et moi participâmes à un échange culturel qui nous donna la chance d'aller en Allemagne et de séjourner dans 3 merveilleuses familles.
Quelques années plus tard, nous fûmes ravis d'apprendre qu'un des couples qui avait été nos hôtes en Allemagne venait nous rendre visite dans l'Iowa. Nos amis Redmond et Tony vivaient dans la région industrielle de la Ruhr en Allemagne, cible de violents bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. Un soir, pendant leur séjour d'une semaine chez nous, mon mari, qui enseigne l'histoire, les invita à nous raconter ce qu'ils se rappelaient de leur enfance en Allemagne durant la guerre. Redmond nous fit alors un récit qui nous émut aux larmes. Un jour, peu avant la fin de la guerre, Redmond vit 2 aviateurs sauter en parachute d'un avion ennemi qui venait d'être abattu. Comme beaucoup d'autres citoyens curieux qui avaient vu les parachutistes tomber du ciel cet après-midi-là, Redmond, alors âgé de 11 ans, se rendit sur la place centrale où des policiers allaient amener des prisonniers de guerre. Peu de temps après, 2 policiers arrivèrent avec les prisonniers anglais et attendirent sur place qu'une voiture vint chercher les 2 aviateurs pour les conduire à la prison d'une ville voisine. Lorsque la foule vit les prisonniers, des cris de colère rugirent « Tuez-les, tuez-les !» Non seulement la population se rappelait des terribles bombardements que les Anglais et leurs alliés avaient fait subir à leur ville, mais ils avaient tout ce qu'il fallait pour passer aux actes. En effet, de nombreux citoyens étaient en train de jardiner lorsqu'ils avaient vu les 2 ennemis en parachute. Alors, ils avaient apporté avec eux leurs fourches, leurs pelles et d'autres outils de jardinage. Redmond regarda le visage des prisonniers anglais. Ils étaient jeunes, peut-être âgés de 19 ans ou 20 ans. Redmond voyait très bien qu'ils étaient terrifiés. Il voyait aussi que les 2 policiers, dont le devoir consistait à protéger les prisonniers de guerre, ne faisaient pas le poids devant cette foule en colère armée de fourches et de pelles. Redmond savait qu'il devait faire quelque chose rapidement. Il courut sur la place et se mit entre les prisonniers et la foule. Puis il cria aux gens d'arrêter. De peur de blesser le petit garçon, la foule se retint un moment, juste assez longtemps, pour que Redmond leur dise ceci. « Regardez ces prisonniers, ce ne sont que de jeunes garçons. Ils ne sont aucunement différents de vos propres fils. Ils font seulement la même chose que vos fils, se battre pour leur pays. Si vos fils étaient pris à l'étranger et qu'ils devenaient prisonniers de guerre, vous n'aimeriez sûrement pas que la population les tue. S'il vous plaît, ne leur faites pas de mal. » Les concitoyens de Redmond écoutèrent avec étonnement, puis avec honte. Enfin, une femme dit « Il a fallu un petit garçon pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. » Et la foule se dispersa. Redmond n'oubliera jamais l'intense regard de soulagement et de gratitude que posèrent sur lui les 2 jeunes aviateurs. Aujourd'hui, ils espèrent qu'ils ont vécu longtemps et qu'ils n'ont pas oublié le petit garçon qui leur a sauvé la vie. Ça, c'est des histoires vraies. Hein? Je trouve que c'est une belle leçon. Peut-être qu'on devrait s'en préoccuper. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les lectures. J'espère que je vais pouvoir vous revoir bientôt et participer à une autre séance. Alors, merci d'avoir écouté.